Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, le 1er mai syndical avec la CGT qui invite les salariés de Carrefour à prendre la tête de ses cortèges. Le 1er mai de l'extrême droite avec Marine Le Pen sur la Côte d'Azur pour un rassemblement avec les partis européens alliés au FN. Initiative qui fait bondir le maire de Nice, Christian Estrosi. Il y voit une provocation. Christian Estrosi, notre invité dans un quart d'heure en direct dans Europe Matin. L'Iran dispose-t-il d'un programme nucléaire secret? Quelles sont les preuves brandies par le Premier ministre israélien Netanyahou hier soir dans une conférence à grand spectacle? Les réponses de notre spécialiste des questions de défense, Didier François. Dans ce journal, l'économie britannique au bord de la récession, nous dira Daniel Fortin. Alerte à la rougeole. Près de 2000 cas signalés en France ces 6 derniers mois. Comment se protéger? Quels sont les risques? Ce sera l'enquête du 8h avec Mélanie Gomez. Et puis le football, le Real Madrid reçoit le Bayern Munich ce soir. Première demi-finale, retour de Ligue des Champions. Les Espagnols favoris, mais en face, un Ribéry qui a retrouvé les jambes de ses 20 ans. Ils parlent d'une même voix à la SNCF ou dans la fonction publique, mais vous ne les croiserez pas aujourd'hui sur le même pavé ou sous les mêmes banderoles. Le nouveau leader de Force ouvrière, Pascal Pavageau, va présenter son équipe dirigeante lors d'une conférence de presse. Son homologue de la CFDT, Laurent Berger, ira lui à la projection d'un film dans une salle près du métro Glacière, ce qui va bien avec la météo. Un film italien, 7 minutes, sur l'histoire d'une usine textile en faillite, tandis que Philippe Martinez de la CGT défilera à partir de 14h30 de la Bastille vers la place d'Italie. La CGT qui appelle à 240 manifestations ou rassemblements un peu partout en France contre la remise en cause des acquis sociaux, c'est le mot d'ordre, et des salariés de Carrefour appelés à défiler en première ligne. Carrefour où un accord a été trouvé avec plusieurs syndicats sur le plan social et le plan de départ volontaire, mais accord contesté à la base. Aurélien Fleureau. 20 ans qu'elle travaille chez Carrefour et Sandra défilera pour la première fois un 1er mai et même pour la première fois tout court tant elle est inquiète de ce plan social. Ça sera une première, vu qu'on est en train de tout perdre et je vais prendre mon exemple. J'ai 52 ans, si demain on tombe en location gérance, je ne sais pas ce que je vais devenir. On n'a que 1100 € par mois pour se débrouiller. Quand vous avez un loyer de 700 €, imaginez bien qu'à 2 c'est très dur. Donc le 1er mai, je vais essayer de dire, je fais quelque chose aussi pour qu'on nous remarque, pour qu'on voit qu'on existe. Si ça peut changer quelque chose, pas tant mieux. Laurent Lamoury, délégué syndical national CGT, est lui un habitué des cortèges de la fête du travail, sauf que cette fois, ce sera derrière une banderole CGT Carrefour Market. C'est vrai qu'on allait manifester chacun un petit peu dans notre coin. Et là, cette année, on a décidé d'appeler les salariés à nous rejoindre derrière cette banderole. On va faire quelque chose de différent. On va peut-être amener des casseroles. On va peut-être faire un peu de bruit pour vraiment sensibiliser l'opinion sur ce qui se passe chez Carrefour. Des revendications qui, pour lui, vont au-delà de Carrefour. Samedi dernier, il soutenait les cheminots. S'ils craquent, dit-il, ce sera la fin d'une forme de service public. Aurélien Fleureau, voilà pour le 1er mai syndical. Il y a aussi celui instauré par le Front National depuis 30 ans en l'honneur de Jeanne d'Arc, même si la fête de Jeanne d'Arc est officiellement fixée au 2e dimanche du mois de mai. Marine Le Pen a décidé de maintenir la tradition familiale installée par son père. Jean-Marie Le Pen ira donc ce matin déposer une gerbe au pied de la statue équestre de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris, pendant que sa fille fera la même chose sur le vieux port de Cannes auprès d'une autre statue de Jeanne d'Arc. C'est la première fois que la présidente du Front National délocalise son 1er mai loin de Paris. Elle a ensuite donné rendez-vous à Nice à ses alliés des autres partis populistes à 1 an des élections européennes. William Galibert. Voilà Nice transformée pour une journée en capitale européenne de l'extrême droite. C'est Marine Le Pen qui invite et elle s'entoure de la fine fleur nationaliste du continent. À ses côtés, les Autrichiens du FPE, les Néerlandais du Parti pour la Liberté, les Belges du Vlaams Belang. Mais sa plus belle prise s'est dérobée. Matteo Salvini, invité d'honneur, l'un des grands vainqueurs des dernières élections italiennes avec la Ligue du Nord, a finalement décliné. Leur point commun, la clé de leur succès ces derniers mois, un discours centré sur l'immigration. Marine Le Pen, elle aussi, veut surfer sur cette vague nationaliste, cet axe anti-migrant, une base pour construire la future campagne européenne, quitte à laisser de côté les points de discorde internes comme la sortie de l'euro. Avant Nice, la patronne du FN sera à Cannes pour un hommage à Jeanne d'Arc. Là-bas au moins, elle est sûre de ne pas croiser son père Jean-Marie, qui ces dernières années, le 1er mai, avait une fâcheuse tendance à gâcher la fête. William Galibert, un rendez-vous que ne digère pas le maire de Nice. Christian Estrosi se veut toujours à la pointe du combat contre l'extrême droite. Christian Estrosi, notre invité, à la fin de ce journal dans Europe Matin. Marche blanche cet après-midi à 14h à Vambrechy, près de Lille, à la mémoire d'Angélique, 13 ans. Maître Éric Demey, l'avocat du suspect David Rambaud, qui était notre invité à 7h20, décrit son client comme effondré, en larmes, très conscient de la gravité de son crime, qu'il a
l'a vécu, dit-il, comme un cauchemar. Europe 1, il est 8h06. Une montagne de documents entassés dans des classeurs ou stockés sur des CD. Quelques 500 kilos de matériel brandis par Benyamin Netanyahou comme les preuves nouvelles et concluantes du programme d'armes nucléaires que l'Iran aurait dissimulé pendant des années. Le Premier ministre israélien a lui-même présenté les trouvailles de ses services de renseignement en direct hier soir sur toutes les télévisions du pays. Nous savons depuis des années que l'Iran avait un projet secret d'armes nucléaires appelé projet Ahmad. Nous pouvons désormais prouver que l'Iran garde secrètement les éléments de ce projet Ahmad pour les utiliser au moment de son choix afin de développer des armes nucléaires. L'Iran a menti. Après avoir signé l'accord nucléaire en 2015, l'Iran a intensifié ses efforts pour cacher ces documents. Les 100 000 documents que nous avons ici prouvent qu'ils ont menti. L'accord sur le nucléaire iranien est basé sur des mensonges. Des preuves qualifiées de pseudo-révélations par l'Iran, mais que le nouveau chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a jugé à la fois authentique et inédite. Donald Trump et ses partisans vont évidemment y trouver argument pour déchirer l'accord conclu en 2015. Didier François, que faut-il penser de ce qui a été montré hier soir à Tel Aviv et de quoi s'agit-il ? Alors clairement, le Mossad a fait un travail de renseignement absolument remarquable en se procurant ces dossiers ultra secrets qui sont tous authentiques et qui confirme avec un grand luxe de détails qu'entre 1990 et 2003, les Iraniens avaient bien un programme clandestin sous le nom de projet Ahmad qui visait à produire 5 bombes nucléaires de 10 kilotonnes chacune et un missile d'une portée intermédiaire. Alors ces documents viennent d'ailleurs corroborer toutes les informations amassées par l'ensemble des services de renseignement occidentaux et sur la base desquelles les négociateurs s'étaient bassés pour imposer des contrôles d'une grande sévérité dans l'accord de dénucléarisation signé avec l'Iran en 2015. Or, c'est bien ça l'enjeu des révélations de Benyamin Netanyahou, qui tombe justement 11 jours avant le délai fixé pour renouveler ou rejeter cet accord, avec un premier ministre israélien qui ne cache pas qu'il aimerait que le président Trump abandonne cet accord. La grande faiblesse de sa démonstration, c'est que les documents présentés hier sont tous datés d'avant l'année 2003. Aucun n'apporte donc la preuve du fait que les Iraniens auraient violé leurs engagements depuis 2015. Alors même que toutes les inspections montrent exactement l'inverse. L'Agence internationale de l'énergie atomique certifie que Téhéran se plie à l'ensemble de ses obligations. Et le chef d'état-major de Tsahal, de l'armée israélienne, a affirmé dans un entretien qu'il a accordé au quotidien Haaretz le 30 mars que malgré l'ensemble de ses défauts, finalement, l'accord fonctionnait. Donc, pour résumer, il y avait bien un programme nucléaire secret. Tout à fait, et qui était connu. Ils ont menti comme des arracheurs de dents, on le savait, il y avait Fort Rose. Voilà. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a encore un programme nucléaire secret compte tenu des inspections de l'AIEA. Didier François, merci. Et puis on attendait une décision de Washington sur les importations d'acier et d'aluminium de l'Union européenne. Eh bien, pas encore de décision. La Maison-Blanche se donne un nouveau délai d'1 mois. L'exemption des droits de douane pour les Européens court maintenant jusqu'au 1er juin. En Grande-Bretagne, Theresa May dans la tourmente après la démission de sa ministre de l'Intérieur, on en parlait hier, et aussi l'intransigeance affichée hier par le négociateur européen Michel Barnier sur les conditions du Brexit. Daniel Fortin, la première ministre britannique, voit son économie décroché. Et oui, c'est désormais un pays en perte de vitesse que dirige Theresa May. Le PIB n'a progressé que de 0,1% au premier trimestre par rapport aux 3 mois précédents. Autant dire rien, c'est le pire score enregistré par la Grande-Bretagne depuis 2012. Alors à Londres, on essaie de se rassurer en incriminant par exemple la neige du début d'année qui aurait freiné des activités comme la construction. Mais à vrai dire, personne n'y croit vraiment. On ne veut pas se l'avouer, mais c'est bel et bien la décision de sortir de l'Europe qui n'en finit pas de plomber une économie autrefois l'une des plus florissantes de l'Union. Et est-ce que ce phénomène peut s'aggraver ? Oui, et plusieurs indicateurs d'ailleurs le montrent. L'investissement d'abord, sa contribution à la croissance ne cesse de reculer. Les chefs d'entreprise ont le pied sur le frein. Ils hésitent à lancer de nouveaux projets tant que les conditions de sortie de l'Europe ne seront pas claires. On observe aussi un fort recul dans les activités de services, traditionnellement une force de l'économie britannique. Aujourd'hui, le FMI ne prévoit plus qu'une croissance de 1,6% pour la Grande-Bretagne cette année, contre 2,1% pour la France et 2,5% pour l'Allemagne. On attend toujours les bienfaits annoncés du Brexit. Daniel Fortin des Échos, merci. L'économie, c'est encore le Venezuela qui ne cesse de s'enfoncer. Le président Nicolás Maduro, en réaction à une inflation annuelle qui galope à plus de 13 000%, a annoncé cette nuit le doublement du salaire minimum. 3e hausse depuis le début de l'année, mais ce salaire mensuel qui s'établit à 2,5 millions de bolivars équivaut à $37 au taux de change officiel, un peu plus de $3 sur le marché noir.
dollar ne permet d'acheter environ que 2 kilos de poulet. Europe 1, 8h10. En France, alerte à la rougeole. Après la région Nouvelle-Aquitaine, la maladie continue de s'étendre. La rougeole, c'est l'un des virus les plus contagieux. Un malade contamine en moyenne 18 personnes. Selon les derniers chiffres publiés il y a quelques jours par les autorités sanitaires, 1940 cas ont été dénombrés depuis novembre dernier. C'est énorme. Pour toute l'année 2016, c'était seulement 79 cas. Comment endiguer cette épidémie? Quelles conséquences si elle continue de s'étendre? Eh bien, c'est l'enquête de 8 heures. Bonjour Mélanie Gomez. Bonjour. Après la Nouvelle-Aquitaine, c'est maintenant en Occitanie que l'épidémie de rougeole flambe en ce moment. Oui, c'est maintenant la deuxième région la plus touchée, particulièrement les départements du Gard, de l'Aveyron et de la Haute-Garonne. Mais le virus s'étend bien au-delà. Il faut imaginer une diagonale qui va de la Bretagne jusqu'à l'Occitanie. En clair, tout l'ouest de la France est concerné. Un chiffre, 78 départements ont déclaré au moins un cas ces derniers mois. Donc, on comprend bien l'inquiétude des autorités sanitaires. Si on ne fait rien, on va tout droit vers une crise majeure, comme il y a 7 ans. Et cela avait commencé exactement comme la situation d'aujourd'hui, rappelle le docteur Denise Antonat de Santé publique France. L'année 2010 a été suivie d'une explosion en 2011 avec vraiment 15 000 cas au cours de l'année 2011. Entre 2008 et 2016, on a compté en France 21 décès pour des personnes qui étaient âgées de 10 à 30 ans. Alors 2 enseignements donc. D'abord, c'est une population jeune qui meurt de la rougeole. Et puis le pic de l'épidémie peut mettre une année à arriver. Donc si rien n'est fait, le danger maximal, ce sera pour 2019. Pourtant, Mélanie, dans l'imaginaire collectif, la rougeole, c'est une maladie infantile, pas très grave. Oui, mais bien pourtant, il faut démolir cette idée reçue. La rougeole, c'est 20% de malades qui finissent à l'hôpital, des jeunes adultes pour la plupart. Le dernier décès en février à Poitiers, c'était une femme de 32 ans. D'ailleurs, écoutez Delphine, elle a contracté la rougeole il y a 2 mois, 15 jours d'hospitalisation à Bordeaux, 11 kilos perdus, des complications pulmonaires et aujourd'hui cette maman de 41 ans n'en a pas fini. C'est pas terminé parce que j'ai vu mon médecin vendredi car j'avais des difficultés à taper des textos, des difficultés d'audition. Je fais beaucoup répéter, j'entends pas tout et puis je vais, j'ai eu une réunion parents-prof, je me suis mélangé les salles, les profs, enfin tout. Et en fait, il m'a dit que c'était sûrement des séquelles neurologiques. Il m'a confirmé que là, j'en avais pour 8 à 12 mois à tout récupérer correctement. Alors, que peut-on faire pour endiguer l'épidémie? Bien, c'est simple, il faut se vacciner. Oui, déjà, on répétera jamais assez. Début avril, justement, la ministre de la Santé a mobilisé la réserve sanitaire des professionnels de santé volontaires pour intervenir rapidement et aller vacciner en masse là où il y en a besoin en cas d'épidémie, dans une école, une crèche ou même une université. Et puis pour vous et moi, peu importe l'endroit où vous habitez, vérifiez si vous avez été vacciné petit. Il faut absolument avoir reçu 2 doses de vaccin. J'insiste bien, 2 doses et pas une seule. Alors si vous vous rappelez pas, ça peut arriver que vous avez perdu votre carnet de santé. Les médecins rassurent, il n'y a pas de risque à se faire vacciner 2 fois. Enfin, si vous êtes en contact avec un malade à la maison ou au bureau par exemple, vous avez 72 heures pour vous faire vacciner et éviter ainsi la maladie. Enquête du 8h signée Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Merci beaucoup Mélanie. On parle à présent de jardinerie un peu particulière. On les appelle les grow shops, des boutiques de culture hors sol. Et ces derniers mois, elles se multiplient grâce à la vente d'extraits autorisés de molécules ou de graines de cannabis. Mais interdiction de faire l'apologie de l'usage illicite de plantes classées comme stupéfiants. À Marseille, une demi-douzaine d'enseignes ont ouvert en toute légalité. Principale cible, évidemment, les jeunes. Nathalie Chevance a poussé la porte de l'une de ces boutiques quand même très singulières. Dans ce gros shop qui vient d'ouvrir juste en face d'une cité bien connue pour ses trafics, on trouve tout le matériel nécessaire à l'horticulture d'intérieur. Chauffage, éclairage, ventilation, engrais et graines en tout genre. Gariguettes, menthe, fenouil. Ici, pas de cannabis affiché, mais des graines dites de collection autorisées à la vente. Philippe Lombard, vendeur chez Pompon Shop. C'est des graines de cannabis, donc les gens collectionnent les diverses variétés qu'il y a, comme une collection de timbres ou de briquets ou autre, quoi. Mais ça, on n'a pas le droit de le planter, on n'a pas le droit de le faire pousser. C'est écrit ici, regardez, compte tenu de l'absence de certificat de conformité, sont interdites à la culture sur le territoire français. Vous avez droit seulement de les collectionner. Le client est averti, ensuite ça regarde tout à chacun. Et dans les rayons, certains accessoires laissent perplexes. Petite balance, matériel de coupe et briquet à double fond. Fly, 26 ans, chauffeur-livreur, vient justement acheter quelques graines. On peut faire de la propre culture pour nous-mêmes. Ou, voilà, dans certains pays on peut, dans certains pays on peut pas. C'est les lois qui sont comme ça, mais c'est de la grosse hypocrisie, moi je trouvais. Voilà, c'est très bien ce qui se passe. Autre produit très prisé par les jeunes, les dérivés au CBD, le cannabidiol, présent dans le cannabis, mais qui n'est pas régi par la loi sur les stupéfiants, le plus souvent vapoté. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Voilà pour ces gros shops made in Marseille. Le
football, le Real Madrid reçoit le Bayern Munich ce soir en demi-finale retour de Ligue des Champions. Les Madrilènes s'étaient imposés à l'aller 2-1, mais Munich n'a pas dit son dernier mot et compte sur Franck Ribéry, le Français de retour en forme pour s'offrir une nouvelle finale. Cyril de la Morinerie. Ribéry a 35 ans, mais c'est comme s'il en avait 25. Des compliments adressés par le Madrilène Lucas Vazquez après une performance éblouissante au match aller. Depuis 4 mois et demi, le Munichois a des jambes de feu, il est intenable sur son côté gauche. Et si l'on a retrouvé le Ribéry des grandes années, c'est d'abord parce qu'il a beaucoup travaillé avec un préparateur physique particulier, mais aussi parce que l'entraîneur emblématique Jupp Heynckes, 72 ans, est revenu au club et l'a relancé, explique notre consultant Raymond Domenech. Heynckes, pour lui, les joueurs âgés amènent toujours un plus parce qu'il a été élevé dans cette culture-là où on ne jette pas un mec parce qu'il a 32, 33 ans. Donc oui, cette relation doit avoir un effet sur Franck parce qu'il se sent en confiance. Quand il voit que Robben peut encore jouer, il se dit que lui, il peut jouer encore 5-6 ans. Il est tranquille. Franck Ribéry est redevenu incontournable à tel point que Jupp Heynckes le considère aussi comme l'un de ses adjoints. D'ailleurs, vu ses performances et ses états de service, c'est sa 11e saison en Bavière. Le club allemand lui a proposé récemment une prolongation d'1 an. En Allemagne, on s'étonne même que Ribéry ne soit pas en équipe de France. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1.